Aujourd'hui, le titre de cette vidéo, Tenet au choix. Dans le sens de au choix, nous reprenons l'idée que nous avions amenée, exposée à travers l'explication du carré Sator, une des explications du carré Sator, la plus déterminante, et nous avons l'occasion de réitérer grâce à la sortie, ou à cause de la sortie d'un film à grand succès hollywoodien qu'on appelle Blockbusters, avec ce film du même nom qui s'appelle Tenet. Hollywood nous propose un autre choix, et nous allons le voir, c'est à travers ces prismes différents de compréhension du carré Sator que vous allez devoir faire votre propre choix, vous déterminer, et nous essayons ici d'apporter le plus haut choix, puisque nous allons décortiquer en détail les explications très réfléchies, très pratiques. Ce sera à vous d'en décider si c'est un haut choix ou bas. Première question, puisque nous allons nous servir de ce film pour éclaircir encore ces compréhensions du carré Sator, est-ce que tu trouves que le titre de ce film est adapté à ce qu'on pourrait attendre d'une compréhension du carré Sator ? Ça a été un peu le drame de ce film pour moi, c'était de trouver un lien. Qu'est-ce qui se passe? À part les mots qui sont utilisés, les mots du carré Sator. Hein, oui. On voit qu'ils sont évertués justement à tous les glisser sur des personnages. Oui, alors justement, moi j'ai passé 3/4 du film à me dire, il va y bien y avoir un lien de compréhension, un lien entre tout ça. Un lien d'utilisation, un lien de rien. Mais en fait de rien. Oui. Enfin, s'il y en a un, on a essayé de le chercher dans le plus profond du sens, mais en fait c'est vraiment tiré par les cheveux. Ben, donc, c'est du ce coup, que ça j'allais dire. Ça n'a pas de sens du tout. Mais pour moi, l'utilisation, avoir pris comme support le carré Sator et ce qui est lisible du carré, puisqu'on peut lire les mots en fait, c'était un choix opportuniste pour le film, mais c'était pas un choix de sens. Alors ce qui est intéressant, on l'a déjà expliqué, si vous êtes habitué à raisonner grâce au modèle Sois-je exposé sur cette chaîne, et là pour l'Apocalypse, donc pour la levée du voile, nous avançons petit à petit pour comprendre les tenants, justement, le Tenet, et les aboutissants de ce qui a à dérouler comme raisonnement logique pour la fin d'un cycle, pour la fin des temps, et l'explication que nous avions déjà avancée, de comprendre que comme il est très difficile d'être en relation avec soi-je, le moi-je, dans une logique d'intelligence, a pris les devants avec la technologie, en créant le 3W, la diffusion avec Internet, face au 666, on l'a déjà expliqué, qui lui se trouve sur les codes barres, c'est l'échange de matière marchande, etc. Donc ce réseau du cerveau collectif étant bien au point, on peut le dire, ce maillage c'est un véritable échange d'informations, le big data est bien là, des informations sont données dans la matrice, elles sont accessibles à qui le veut, n'importe où dans le monde grâce au 3W. Hein. Voilà. Et le fait que le scénario continue à avancer dans ces archétypes déterminants à comprendre et à décortiquer, la sortie de ce film en faisait partie. C'était une promesse en tout cas. Voilà, mais on va le voir, c'est pas forcément négatif qu'il ne réponde pas aux attentes de notre cher ami ici présent. Ah non, je n'ai pas dit que c'était négatif. Hein, Et je pense pareil que toi, hein. C'est vrai que c'était une énorme déception par rapport en tout cas à ce qu'on attendait au niveau alchimique, au niveau compréhension physique et métaphysique. Bon, hein, surtout qu'en plus il y avait le confinement, le retard du film. Voilà, c'était pas finement, c'était que la première partie, c'était que con. Le suspense, quand on va voir un film comme ça parce qu'on pense qu'il peut y avoir une compréhension gnostique derrière, à la fin c'est même pas un bon film d'action, puisque nous, toute l'attention elle a été portée sur une compréhension qui est pas venue. Donc, et plein d'aberrations, on va en parler aussi. Oui, donc après c'est vrai que j'ai retenu que les incohérences du film. On va en parler. Non pas incohérences par rapport à ce que j'attendais, mais par rapport au sens qui était porté par le film. Donc non, il m'a pas emballé. Mais ça c'est l'avis de la spectatrice qui aurait voulu le voir sous un certain prisme, mais même par rapport à nos attentes, on peut le dire, c'est un film, une fois de plus, qui va nous servir à comprendre où en est le logiciel de la matrice, puisque grâce à ce film, d'une part, il faut le dire, la fréquentation des vues, ne serait-ce que sur la vidéo que nous laissons, nous aussi, dans la matrice en information sur le carré Sator, a multiplié sa fréquentation par 10. Vous voyez que les corrélations se font à tous les niveaux. Parce que dans les tags, dans les moteurs de recherche, si vous tapez Tenet ou carré Sator, ça veut dire déjà que vous voulez raccrocher à une logique dont votre émotionnel, votre sensationnel est intrinsèquement rattaché. Donc ça veut dire que vous savez qu'il y a quelque chose de mystérieux derrière ce carré magique, ce carré Sator. Mais par rapport au nombre de spectateurs qui sont allés voir ce film, c'est une infime partie qui a tapé sur le moteur de recherche à vouloir des renseignements sur le carré Sator. Donc au final, ça veut bien dire une fois de plus que
parmi tous ceux qui, dans le scénario de fin, écrivent le plus de lignes d'information, de programmation, il n'y a que très peu de joueurs actifs. Le reste des joueurs, c'est balle dans le filet. Le football, les séries, etc. Oui, on dit joueur pour dénommer quelqu'un qui est actif dans le jeu. C'est joueur travailleur. Voilà. C'est pas joueur, je me distrais. L'autre joueur, on pourrait dire, est spectateur, par exemple. Il n'est pas acteur. Voilà, donc des gens qui travaillent sur eux, qui font un travail de compréhension de eux-mêmes, de la matrice, du relationnel à l'autre et de tout ce qui est du monde de l'absolu, il n'y en a quand même pas beaucoup. Ah mais c'est en cela que la levée du voile est progressive et que comme elle dépend du déterminisme et qu'il n'y a qu'un seul déterminisme, c'est celui du zodiaque, auquel nous sommes tous confrontés, on rappelle bien que c'est pas une affaire de supériorité ou d'infériorité, de bonne ou de mauvaise qualité, mais c'est juste un manège des émotions et chacun prend sa place à son tour dans cette espèce de grand tourbillon où il faut ou pas attraper la queue du Mickey. C'est un petit hommage à Walt Disney. Donc, pour accrocher, nous allons donner un peu plus d'informations. Nous rentrons encore quelques lignes de plus de programmation dans la matrice. On vous a souvent parlé de ce problème qui n'en est pas un d'ailleurs, puisqu'on essaye de garder nos engagements de la vidéo précédente, de bien dire qu'il faut essayer le plus d'être dans le cœur plutôt que d'être dans les pics, mais à un moment les explications elles peuvent piquer un peu, mais là on n'a pas le choix. Et on a toujours dit sur cette chaîne, sans rentrer dans les détails, mais cette fois-ci on va le faire, que toutes les personnes qui s'enorgueillissaient de quelque part être les maîtres du temps, soit en le niant, c'est-à-dire le temps n'existe pas, ou d'exercer des tactiques de fascination pour expliquer que personne ne comprend ce qui se passe vraiment avec le temps, en rajoutant des voiles, des couches de mystère sur quelque chose au final qui n'en est pas un, puisque la logique intuitive que nous avons de comprendre le temps, elle est très parfaite, c'est-à-dire c'est le temps chronologique, ce qui se passe après ne s'est pas passé avant, et ça ne peut pas se renverser, donc le voyage dans le temps n'est pas possible, quoique on pourrait rentrer dans les détails que par rapport à cette psychiatrie du moi-je, certains soi-je puissent avoir des possibilités de scénario pour faire croire que c'est possible. Ouais. Mais ça, on en parlera peut-être une autre fois parce que pour l'expliquer, ce serait encore 1 heure de vidéo et on ne veut pas se perdre dans ce type de descriptions qui sont très intéressantes pour des possibilités qu'on imagine déjà réalisées, de choses qui ont eu lieu, mais qui n'ont pas grand intérêt dans cette période de résolution où justement il va falloir détecter que par rapport à l'absolu, il est tout à fait impossible de faire du voyage dans le temps. Ce qui est possible de faire, c'est du voyage informatif, de la consultation de mémoire, et c'est là qu'on n'ouvre pas plus la parenthèse, mais que dans certains scénarios du relatif, l'absolu pourrait créer un simili de voyage dans le temps, donc on ne rentrera pas dans les détails. Mais pour revenir à ce que nous avions présenté comme cas psychiatrique depuis le début de cette chaîne concernant des problèmes qui sont au final des problèmes de désir d'autorité, des désirs de puissance et de pouvoir dans la matrice relative. Maîtriser le temps, là on peut le dire, pourquoi c'est psychiatriquement pas correct, que c'est dérangeant et dérangé et déviant, c'est que grâce à ce film, vous comprendrez, et le Caressator, nous allons rentrer encore un petit peu plus dans les détails, pour la faire court avant de développer, un moi-je qui se rapproche de la compréhension des lois universelles du soi-je, va comprendre, à travers la logique immuable et le Caressator notamment qui le décrit, qu'on a toute liberté d'être omniscient, omnipotent avec la matière, avec l'état de la matière, mais certainement pas avec le temps. Et c'est là qu'on va voir que c'est tout à fait lié aussi, puisque c'est selon ce que vous allez programmer dans l'état de la matière que vous pouvez devenir maître du temps. Mais non pas dans le temps chronologique, dans le temps de ce qui est stable dans sa forme, c'est-à-dire l'éternité. C'est compréhensible ? Non. Alors qu'est-ce qu'il faut dire ? Non. Plus ta phrase, elle fait 6 kilomètres. Fais des coupes. Explique l'histoire de l'éternité. On va la refaire. Souvent, j'ai le problème de suivre trop mon idée, oui. Mais certains m'auront compris, attention. En réécoutant la phrase 10 fois, je pense que oui. Non, on n'a pas tous le même déroulé de compréhension sur la logique aussi. Ça, c'est une logique peut-être masculine. Mais je t'invite à mettre certains points. On repart en logique féminine. Voilà, alors, et à découper une phrase qui fait 6 minutes en 6 phrases d'1 minute. De 30 secondes. Voilà. Donc on a toujours
pris soin de mettre l'accent sur la méfiance qu'il fallait avoir pour tous ceux qui intuitivement veulent rejoindre l'absolu et ne plus être piégés par des archétypes qui font partie du relatif. Je fais référence, tu me permets de raccrocher, de dire, si vous êtes un peu perdu dans tout ça, reprenez des vidéos sur le pentagone des résolutions. C'est lui qui donne les 5 directions très différentes. Donc, si vous êtes dans la famille New Age, dans le New Age, c'est beaucoup employé ça, hein. Le temps n'existe pas, restons pragmatiques et compréhensibles. Mais il n'y a rien qui existe, ni le temps, ni... presque, oui, c'est vrai, ni la matière, d'ailleurs, voilà. On ne sait pas ce qui se passe dans la conscience de nihiliste, mais il ne se passe pas grand-chose, effectivement. Mais pour faire un résumé de cette prise de position, qui est quelque part une prise de position de désir du pouvoir, on va le voir avec logique, c'est que comme vous n'avez pas compris que dans l'absolu, l'omniscience et l'omnipotence ne vous fait pas trafiquer le temps, elle vous fait opérer dans l'organisation de la matière. C'est plus clair, dit comme ça ? Ouais. C'est-à-dire que côté absolu, l'architecture de la matière, les grands architectes qui sont les soi-jeux, créent ce qu'ils veulent, où ils veulent, quand ils veulent. Mais le temps, lui, ne peut pas être changé. Le temps, c'est une succession chronologique. Oui, voilà, on ne peut pas agir sur le temps. Alors, il y a ceux qui disent le temps n'existe pas, puis il y a ceux qui disent il y a 50 000 multivers, du coup, des lignes de temps différentes, etc. Dans le New Age, il y a cette incohérence de pouvoir afficher la croyance de l'éternité en déniant le temps. Voilà. C'est-à-dire que la notion d'éternité admet par elle-même le temps, de toute façon. Donc, on prend le problème par où il faut pas, on le prend pas par la matière, on le prend par le temps. Voilà. Alors que personne peut agir sur le temps. Mais je pense que c'est des pièges magiques de maîtriser le temps. C'est un piège égotique, hein, oui, du relatif. L'univers, il est aussi structuré. Sinon, ça voudrait dire qu'il n'est fait que de succession de hasards opportuns. Forcément, il y a des lois universelles qui tiennent. Qu'on ne peut pas transgresser, voilà, d'ailleurs. Structurellement. C'est pour ça qu'il n'y a aucun risque de dévarier cet univers tel qu'il est structuré, puisque ça donne automatiquement des garde-fous d'impossibilité de destruction du jeu, quoi. Voilà. C'est structurel, en fait. Et le temps en fait partie. Depuis toujours. Depuis toujours. Le temps en fait partie. Si on peut dire que quelque chose existait même avant la première conscience, c'est bien le temps. Le temps est la mesure, l'existence, si on peut l'imaginer. Alors ça peut faire bugger un cerveau, ce que tu dis, quand même. Je sais, mais il faut bien en prendre conscience. Bien sûr, oui. Qui s'attaquerait au temps s'attaque au fondement même de ce qu'il pouvait y avoir avant même qu'il y ait quelque chose. C'est dur à comprendre, mais c'est dire l'égocentrisme qu'il faut avoir pour ce genre de position. Si tant est qu'il y ait eu un point de départ à cette première conscience, forcément le temps existait avant. Voilà. Pour développer cette compréhension par rapport au carré Sator, on va rentrer dans les détails. Et je le répète aussi, il n'y a pas que ceux qui nient le temps. Il y a aussi tous ces problèmes de ceux qui vous présentent des histoires de lignes de temps. On est sur des lignes de temps différentes parce qu'il y a des multivers, etc. Là aussi, c'est d'une incohérence totale. Les temps sont simultanés. Donc, si après il y a une différence de perception de temps pour bien déterminer quel était le problème de la double causalité, qui n'a rien à voir avec un problème de temps, ou même le modèle Janus, qui dans son nom porte bien le fondement de cette théorie, c'est que... Non, je plaisante, c'est une pique, hein, c'est pas bien peut-être. Mais bon, tant pis, c'est pour rigoler là. Le modèle Janus, ça peut vous faire rire le nom, mais ne riez pas. Mais nous on rit pas, c'est toi qui ris. Non, parce que j'entends déjà qu'il y en a qui rigolent beaucoup. Tu vois, ça c'est pas beau. Et tu ne m'as pas habitué à ça, c'est-à-dire tu n'es pas dans le déni de ta personne. Oui, mais là j'aime bien rigoler. T'as juste un petit brin de mauvaise conscience en ayant fait cette mauvaise blague, et du coup t'essayes de la reporter sur nous, mais non, ça ne marche pas. Il faut bien dire que psychiatriquement je suis pas bien fini moi aussi, hein. Mais tu parlais de la pique n'est une pique pour quelqu'un que si cette personne est dans le déni. Et si c'est pas la vérité. C'est exactement ce que j'ai dit. Merci, voilà. À mon avis, tu as besoin d'un verre ou de psychiatre. Il y a quelque chose là. En tous les cas, on rigole beaucoup et c'est l'essentiel. C'est ça la corrélation entre le pic et le cœur, notamment dans le couple. Si quelque chose est une pique, c'est que très certainement, la personne est dans le déni de sa propre vérité. Sinon, le fait que l'autre le lui fasse remarquer, elle doit normalement le prendre avec cœur, puisqu'elle sait que c'est pour la faire évoluer. Donc c'est ça le lien entre les deux. Certainement, et c'est parce que justement une relation peut être de qualité qu'elle est acceptable dans ses critiques. Sinon, ça marche pas. Ça il vaut mieux que la critique soit de qualité aussi. Voilà, il faut que ce soit constructif.
Pour poursuivre dans cette... Sinon ça touche pas. Hein. Mais, tout à fait. Et pour poursuivre dans cette, non pas déconstruction, puisqu'au final on n'a rien à faire, chacun suit le modèle qu'il a envie. Là, c'est une logique que nous présentons. Si elle vous va, elle vous va. Si elle vous va pas, il n'y a pas de souci, vous la jetez à la poubelle. Dans la problématique du modèle Janus, qui vient se superposer d'ailleurs au modèle de Sakharov, il y avait quelque chose de très fascinant, c'était justement cette inversion du temps. On rentre pas dans les détails, mais ceux qui le connaissent sauront de quoi on parle, que ce modèle spatio-temporel mettait en corrélation une idée du spatial inversé et du coup du temps inversé. Bon, une fois de plus, c'est la catastrophe de ce qu'on peut appeler ici le monde des aberrations et des paradoxes, du moment qu'il y a une incompréhension. Que quand on se situe dans l'univers absolu, un paradoxe n'existe pas. Je ne sais pas si c'est clair à votre esprit, si vous avez bien compris ce que c'est l'absolu par rapport au relatif. C'est ça le charme d'ailleurs d'avoir inventé le relatif. C'est grâce au relatif qu'on vient chercher des formes, des concepts, des idées qui sont parfois surprenantes et très rigolotes pour l'autre côté, qui n'existeraient pas justement s'il n'y avait pas eu ce problème du jeu de la survie et de la matière dégradée. Là, le paradoxe en fait partie. Le paradoxe n'existe que dans le relatif. Le paradoxe est toujours une incompréhension ou une aberration de la compréhension du relatif qui, elle, est souvent pas complète, puisqu'elle n'est que physique et pas métaphysique. On va rentrer dans les détails avec le Carré-Sator qui lui explique bien le côté métaphysique. Donc vous voyez que ce soit ces modèles New Age, que ce soit même des physiciens de haut renom, que ce soit dans les milieux scientifiques ou dans les milieux de fascination métaphysique, ce concept de dévariation du temps, de récupération du pouvoir du temps, c'est quelque chose de très courant. Hein. J'enlève le milieu scientifique, je pense que dans les milieux spirituels, bien-être, c'est juste le fruit de mon observation, hein, c'est personnel. Tout ce qui dérange après ce monde n'existe plus. Et le temps en fait partie parce que le temps, c'est le vieillissement, c'est la naissance et la mort, donc on le supprime. On est dans un monde magique où le décor est différent, les êtres vivants sont différents, hein, pour certains de la lumière ils sont matière, pour d'autres voilà ils sont lumière. Et comme le temps on ne sait pas trop quoi en faire, il n'existe pas. Voilà. Ouais. Mais tu me fais penser aussi à une version que j'allais oublier, c'est chez certains pseudo-alchimistes, le fait de l'expliquer et de le dissoudre, c'est bien le terme qu'on doit employer, avec ce faux concept de la matière maîtrisée où on enlève la colle. Il faut dissoudre la colle qui tient la matière pour arriver à quelque chose de très subtil et qui, comme dans les concepts que tu viens de décrire du New Age, arrive au final, une fois que tu as enlevé la colle qui tient la matière par cohérence, qu'il y a une décohérence, ça disparaît, voilà, et on est subtil, voilà, donc on est du vide. Donc il n'y a pas la connaissance ni la conscience que cette matière, elle peut s'organiser très différemment, mais de la même façon d'ailleurs au niveau absolu. C'est-à-dire il faut bien qu'il y ait quelque chose qui se concrétise. Mais par contre, il n'a pas les mêmes problèmes que ici. Et c'est ça le concept intellectuel à dépasser, c'est que comprenez bien que la programmation de la matière telle qu'elle est réalisée dans le relatif est bien sûr catastrophique. Et c'est bien ça qu'on est venu jouer là. Mais il faut se forcer à imaginer, introspecter ce que c'est, dans l'absolu, qu'une matière parfaite, qui est entretenue constamment par son propre créateur. Toute la différence avec ici même où nous sommes, en fait... Ici, c'est l'entropie. Voilà, nous sommes des victimes de l'entropie. À peine c'est créé, ça dégénère. Un processus de dégradation qui se crée... dès la naissance. Oui, quelle que soit la matière. Donc méfiance également sur les chemins tortueux de ces concepts qui font de la déconstruction un projet de reconstruction où on peut avoir la sensation qu'on va maîtriser le temps alors que c'est pas du tout ça la réalité intellectuelle à prendre conscience. Vous ne maîtriserez jamais le temps par lui-même. C'est parce que vous allez maîtriser la matière dans la qualité de sa nature que vous allez vous soustraire de l'idée d'un problème du temps. Dès le moment où la matière devient éternelle, quelle est la problématique du temps? Aucune. Donc vous n'allez pas intervenir sur le temps, mais bien sur la matière. Donc la confusion est levée. C'était bien de le faire dès maintenant, puisqu'on suit le calendrier de ce que l'Apocalypse, les révélations, donc je rappelle bien, et non pas le cataclysme, puisqu'on a encore l'occasion de bien rigoler assez souvent, de voir à travers les médias, la télévision notamment, et à chaque fois qu'il y a des problèmes successifs dans la matrice, là, enfin sur notre Terre, chaque fois on est, mais c'est apocalyptique. T'as remarqué comme ça n'arrête pas d'être apocalyptique, hein. Et pourtant très peu de révélations.
Donc c'est plutôt cataclysmique, il faut bien le dire, et c'est pas fini. Mais c'est normal, c'est le processus qui entraîne vers le souhait à un moment de se calmer pour être plus dans la réflexion et être dans la vraie apocalypse et non plus dans le cataclysme. Petit à petit, peut-être, on y arrivera. Quoique tu as l'air dubitative. Ah non. Tu crois qu'on va pas y arriver? Si. Si, pourquoi? C'est vrai que normalement c'est dans le déterminisme, on doit y arriver. Un peu de ténacité, voilà. On a quelques vertus pour le faire quand même. Mais en même temps, un peu de pression et faire peur, peut-être ça peut aider aussi. On a tendance à faire les choses au pied du mur, donc ça peut aider. Ouais, comme les mauvais élèves, le dimanche ce soir. Voilà. T'as fait tes devoirs. Voilà. T'as fait tes devoirs. J'y vais. 5 minutes avant, voilà, c'est normal. C'est jusqu'à la fin qu'on a toujours cette urgence à devoir régler les choses. C'est absolument normal. Pour finir avec la pseudo-alchimie, c'est vrai que c'est quand même dommage puisque le tout n'est pas de dissoudre et d'être dans la déconstruction de concepts ou même de la matière. Il y a une autre étape qui est aussi importante, sinon plus, c'est bien celle de la compréhension de la vraie, bonne et belle construction. Quand et comment on peut construire différemment. Et pas ici en plus. Vous aurez compris que c'est tout un tas d'éléments qui viennent complexifier la globalité de la résolution du jeu. Et c'est pour ça que le Pentagone des résolutions a clarifié grandement quand même ces 5 choix très différents et déterminants. Ici, c'est la seule chose à construire, c'est soi-même. Sa conscience de savoir qu'on dépend d'une autre bien plus grosse. Oui, ouais. C'est qui je suis et vers où je vais. C'est la seule chose qu'on ait à faire. L'amélioration constante. Ici, ouais. Voilà, jusqu'au dernier moment. Pour faire ça, vaut mieux pas attaquer ses devoirs le dimanche soir. Oui, mais il y en a qui vont très vite aussi, c'est surprenant. Oui, mais je pense que si la veille de ta mort ou le jour de ta mort, la conscience t'arrive, c'est que tu avais bossé dans la vie d'avant quand même. Personnellement, je sais que je suis parti très tôt parce que je suis très mauvais, justement. C'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de capacité ou d'aptitude que il va falloir peut-être se préparer très tôt. Et par contre, il y en a qui sont très forts et en 5 minutes, ils vont faire ce que certains ont dit. Ça, je pense que c'est très très relatif. Le regard qu'on peut avoir sur son propre développement et les aptitudes qu'on a pu y mettre, je pense que on a la vue de cette vie, on n'a pas tout ce qu'on a fait avant, donc très très relatif. Bien qu'on puisse aussi, puisqu'on parle de réincarnation, relativiser le fait que ceux qui disent que la réincarnation n'existe pas avec notre propre conscience, quelque part, ils ont raison aussi. Il faut bien le préciser parce que, une fois de plus, comme on est dans des choses très paradoxales, on est dans le relatif, on est dans quelque chose de très difficile à expliquer, de dire que oui, effectivement, quelque part, à l'échelle individuelle de la conscience de moi-je, la réincarnation n'existe pas. Puisque toi, par exemple, est-ce que tu as des éléments probants de tes vies antérieures? Ah, moi, non. Voilà. Probant, non. Mais déductif, oui, je vois que tu as hésité, oui, par déduction, J'ai pas une preuve matérielle, je me suis pas laissé un message. Mais justement. J'ai cherché. Mais justement, il faut bien se dire que la plupart des gens n'ont pas des traces de leur passé. Et en plus, on peut pas dire que c'est vraiment la même personne qui l'a vécu. Par contre, c'est engrammé dans la mémoire, c'est l'amstramgramme, on va dire, successive de celui qui est à l'origine de la mémoire totale de ce passage dans la matrice relative. C'est bien votre soi-je. Mais lui, il a la mémoire de toutes ses vies qui se sont enchaînées dans le cycle du relatif. Mais c'est vrai que quelque part, on ne peut pas vraiment parler d'un intérêt quelconque à comprendre nos réincarnations, quoi. Mais heureusement, parce que je pense qu'on passerait nos vies à regarder derrière. Exactement. Donc, pour revenir à notre préoccupation de cette vidéo du jour, qui est liée au temps, à la compréhension du temps et donc de la matière, puisque s'il y a bien une chose à comprendre, c'est non pas la relation qu'il y a à faire entre l'espace et le temps, mais bien entre la matière et le temps. Et là, nous avons cette superbe vidéo, je peux le dire, franchement. Cette vidéo, si vous ne l'avez pas vue, consacrée au Carré-Sator, il y a 2 vidéos d'ailleurs. La première de la chaîne en 2016 qui parlait de la compréhension philosophique qu'il y avait à retrouver sur ce Carré-Sator. Et puis, autre résolution pour ceux qui sont un petit peu plus versés dans la logique des mathématiques, de la physique, de la technologie et de la métaphysique même, le Carré-Sator vu de par sa version 2019 que nous avons laissée sur cette chaîne il y a quelques mois, avec, je le rappelle, cette phrase qui en dit long pour ceux qui ont encore à l'esprit cette explication de la vidéo: Sator arepo tenet opera rotas, que nous résumerons par Sator, ce qui est fixe, ce qui tient, comme le stator, arepo à repos, donc fixe, tient, tenet, opéra, ce qui opère, la capacité de mouvoir, et là on donne même la nature de cette énergie, rotas, donc en rotation, qui tourne.
On va pas refaire la vidéo qui dure un moment et qui explique les tenants et les aboutissants aussi de cette machine fabuleuse qui est ce carré Sator. Vous imaginez quand même le tour de force de cet artefact incroyable, un petit carré avec juste des lettres qui en lui-même vous pousse avec ce que vous êtes vous aujourd'hui en conscience de ce que vous avez accumulé de connaissances, de savoir. Vous avez la capacité de comprendre comment fonctionne l'univers, comment fonctionne le relatif et l'absolu à travers le comportement de la matière. Là, on peut pas faire plus fort que ce truc-là, quand même. D'où la déception du film. Oui, d'où la déception du film. C'est un peu ça qu'on allait chercher. Il a que Tenet, le film, ouais, effectivement. Oui, parce que on a parlé d'autres films où il pouvait y avoir deux lectures entre quelqu'un qui est pas initié et quelqu'un qui a des repères initiatiques. Deux personnes différentes pouvaient voir deux films différents, en fait. Donc c'est un peu ça qu'on allait chercher. Parce que Tenet, ça peut rester un film d'action, mais nous, on venait chercher un film gnostique. Bah oui, la magie du carré, quoi, parce que c'est un peu ce qu'on nous promet. Alors, rentrons dans les détails. Et là, il faut bien le dire. Au lieu de retrouver... On a fait l'apéro derrière. Ah oui, on a fait un repos, ouais. Et en écoutant l'opéra, d'ailleurs. Donc, ce qu'il faut quand même bien préciser, c'est que nous nous attendions, si nous avions été dans un film qui divulguait, justement, qui était apocalyptique, on aurait attendu l'explication de l'état et de la nature de la matière et la différence entre l'état de la matière dans le relatif et dans l'absolu. Or, là, qu'est-ce que nous avons eu? Bel et bien un film New Age, dans la trame d'ailleurs d'Interstellar, hein, puisque Interstellar c'est la même chose. Hein. Moins bien fait quand même, parce qu'il y avait tellement d'incohérences. En plus c'était un film d'action, donc du coup c'était très violent. Oui, c'était un film d'action, et par rapport au fait que deux temps étaient possibles... Plus que ça, même puisqu'il se plante, on en a largement parlé, puisqu'on l'a décortiqué en détail. On va pas d'ailleurs ici vous rapporter les heures de conversation que nous avons eues. Le fait qu'on révise des scènes d'un passé, mais que certaines sont révisables dans ce même passé, on accumule des couches de révision du temps. L'objet du film, c'est un bras nu permet d'agir dans un temps qui est inversé. Et que ces deux temps peuvent être vécus pas ensemble, hein, ça peut pas être la même personne, mais la même personne peut agir dans un sens du temps, et dans l'autre sens, elle doit pas se rencontrer, elle doit s'oxygéner parce qu'elle peut pas respirer dans la même façon. On peut rigoler là sur ça, il faut le dire, c'est plein d'incohérences. Hein. C'est catastrophique. Sauf que il y a des scènes où c'est respecté. Des fois il y a le masque, des fois il n'y a pas le masque. Mais des fois ça l'est pas. Donc voilà. Il n'y a pas que ça, c'est terrible. Au-delà de la déception, voilà, mais ce carré il est magique. Et on ne sait même pas depuis quand il est dans ce monde. On sait où est le plus vieux. Disons qu'il fait partie de l'autre monde, donc du coup il est là depuis toujours. Quoi. Mais le merveilleux de ce carré, c'est ça. Ce message qui nous a été laissé par qui, quand, etc. Et là, bon, alors très tardivement, on comprend qu'il n'y aura pas de merveilleux à ce niveau-là, mais en plus, c'est tellement plein d'incohérences. Mais comme tu dis, là, il les cumule. Là, il les accumule, mais c'est le même type de concept d'incohérence. T'as pas le temps de te dire, mais... Quelle est cette connerie? Mais là, elle n'a pas le masque à oxygène. Il y a un truc qui ne va pas. Oui, déjà, tu es à 10 scènes plus tard. Oui, mais pourquoi à certaines scènes, il y aurait difficulté à lutter dans la matière et d'autres fois non. Bon, voilà, on joue avec le temps une fois de plus et ça provoque dans un scénario, on peut le vérifier, c'est l'intérêt du film. Ça vient bien vous prouver que tous ceux qui vous parlent que le temps n'existe pas ou qu'il y a plusieurs lignes de temps sont dans l'incohérence totale, puisque dès qu'on veut le mettre en scénario dans un film, ça bug de longue. C'est catastrophique. L'intérêt du film, il est complètement dans l'ère du temps que l'on vit, qu'on ne sait plus où est le faux du vrai, ce qui est en haut, ce qui est en bas, ce qui est à l'envers, ce qui est à l'endroit, on ne sait plus. Il participe à ça. Amener le message du carré Sator sur du temps, c'est une voie. C'est bien le monde de relatif d'ici qui continue dans l'erreur à vouloir prendre le pouvoir, puisque regarde dans le film à quoi ça sert chaque fois, c'est à vouloir se rendre maître. C'est comme Retour vers le futur avec Biff qui va voler le livre par exemple pour le tiercé ou le loto. Donc chaque fois c'est bien un problème psychiatrique et égocentrique de quelqu'un qui ne va pas résoudre par la logique donc de la matière et qui va résoudre par l'illogique maîtrise du temps.
D'ailleurs, dans Retour dans le futur, on avait déjà les premières pierres de ces incohérences. C'était déjà bien notable, quoi. Mais c'était mieux traité que dans ce film. Mais il y avait une cohérence quand même à dire, oui, tu peux remonter dans le passé, mais fais gaffe à pas bouger les trucs parce que... Voilà. Alors que tu pourrais pas, de toute façon. Tu peux même te faire disparaître toi, hein. C'est-à-dire que si à un moment donné tes parents se rencontrent pas... Oui, d'où les lignes de temps différentes, avec autre bêtises. Voilà. C'est des films, en fait, qui... Mais ça fait réfléchir, c'est l'intérêt, quand même. Voilà, qui participent de ça. Par contre, je me suis posé la question, je me suis dit, quelqu'un qui n'a jamais entendu parler du carré Sator, qui de par le film tape Tenet, carré Sator et va lire ou voir quelques trucs, je sais pas quel rapport il peut faire entre le carré et ce film. Le film, en fait, il se sert du carré vraiment par un biais opportuniste pour donner une coloration au film, mais pas un sens. Alors là, tu peux mettre le doigt, effectivement, sur un des questionnements qu'on a pu se poser. Nous n'avons pas forcément de réponse, mais la question mérite d'être posée. C'est est-ce que, en ce moment, dans la matrice, certains se dédient à des rôles qui sont marqués sur les différentes familles de résolution, donc celles qu'on connaît bien, dont on parle souvent, les scientistes, donc les scientifiques, la résolution par l'hyperscience. Et est-ce que ce mouvement n'en fait pas partie? Par exemple, un film comme ça, il t'entraîne à te verser du côté de cette famille-là. Tout comme, par exemple, parce que là je vais préciser pourquoi, on arrive à retrouver dans le milieu, notamment de ce qui est appelé des esthéticiens et qui n'en sont pas, cette confusion dans le modèle Janus, par exemple, on l'a retrouvé invité en interaction sur des chaînes de zététiciens. Vous imaginez bien que si vous poursuivez un but dans une des 5 familles de résolution, à l'issue du scénario, de chaque but, il y a un projet. Donc là, le projet de l'hyperscience, de la résolution par l'hypertechnologie, on voit qu'elle ne s'offusque pas, par exemple, de ce modèle Janus qui était présenté par Jean-Pierre Petit, il faut le dire au passage. Jean-Pierre Petit qui, lui, étant plutôt catalogué comme scientifique marginal, puisque côtoyant le milieu des extraterrestres, était plutôt blacklisté, on va dire, par la zététique, et pourtant on le retrouve sur des chaînes de zététiciens. Donc est-ce que tu comprends, est-ce qu'il n'y a pas un faisceau là? On peut pas être certain de qui œuvre pourquoi en fait. Et ceux qui défendent le multivers aussi, c'est pareil, c'est la même chose. C'est le propre, je pense, des fins de cycle, hein. C'est là où on est le moins relié, et c'est là où le temps, le sens est obscur. Alors attention, qu'on soit bien clair, c'est pas pour jeter l'opprobre sur les mauvaises intentions de qui que ce soit. Ah non, puisque ce que je dis nous concerne aussi. Oui, exactement. Et puis, la plupart des moi-jeux ne savent même pas sur l'échiquier quel est le jeu de leur soi-jeu. Hein. Souvent, on avance sur l'échiquier sans être conscient. C'est pour ça que, à la limite, il n'y a que la famille 4 et 5 qui, normalement, se connectent plus avec la métaphysique, qui peuvent en être conscients. La métaphysique ou l'astral. Hein, voilà, ou l'astral. Voilà, oui, mais ça, c'est la différence entre la vraie métaphysique et celle qui vous envoie dans des paradoxes, donc celle qui est bien relative. Quoi. La fausse métaphysique qui est relative. Mais on peut se dire que ce multivers non défini, il serait quand même le vrai nouveau paradigme du délire scientiste relatif. Et là, on enfonce le clou avec un film comme celui-là. Hein. Tenet, c'est bien. En plus, on nous l'annonçait. T'as vu quand même, il y avait une promotion intense sur ce film. Il fallait aller le voir, quoi. Et au final, c'est une coquille vide. C'est une coquille vide de ce concept du temps qui en fait est quelque chose de maîtrisable, quelque chose sur lequel on va devoir jouer pour pouvoir survivre. À ce qui est cette démonstration de ce que le temps peut se vivre d'une façon inversée, il faut le rendre cohérent. Et on voit bien que ça ne l'est pas. Que ça pose des problèmes de cohérence. Là, au moins, ça apparaît clairement. Hein, et nous, on l'a toujours dit dans nos modèles, à un moment donné, quelle que soit la démonstration, d'ailleurs, il y a très peu de conceptualisation, il y a beaucoup d'assertions dans ceux qui nous parlent de multivers, du temps. Mais conceptualisez, faites un modèle, parce qu'il faut que tout tienne de par le modèle. Comme tu dis, par le film, on voit bien que ça s'écroule. Voilà, le problème, ce que montre le film, c'est que sur ce principe simple, il y a une chronologie du temps de 0 vers 100 et grâce à ce procédé, tu vas pouvoir vivre une scène de ta vie de 100 à 0. Ça tient pas. Ah ben là, il a pris plusieurs cas, mais il a fait de 150, après de 50 à 60 en modifiant, mais il revient à 100 quand même, c'est le même 100, etc. Les incohérences, c'est pas de ce qu'il s'est trompé dans la réalisation de son film. Voilà, c'est que c'est impossible. C'est que on ne peut pas faire un modèle qui se joue du temps, donc, justement. Voilà, physiquement, ça ne tient pas. Pour faire une séquence, on reste dans la logique, il faut bien un début et une fin, et ça ne changera jamais.
D'ailleurs, pour le relier à une phrase qui parle du temps et de l'espace bien connue, qu'aiment nos amis Namasté, il y a différents projets. On dit souvent ici et maintenant, le fameux concept de l'ici et maintenant. Mais à un moment, il va falloir quand même évoluer si on veut aller ailleurs, puisque l'ici et maintenant, c'est le travail qu'on a à faire dans le relatif, mais le projet, au final, c'est pas ça. C'est ailleurs dès que possible. N'est-ce pas? Ah oui, oui. Donc ne restez pas trop fixés sur le ici et maintenant, parce que sinon il va vous arriver des bricoles. Tant qu'on est ici, la seule chose qu'on puisse faire correctement, et c'est un boulot qui est énorme, hein, et on n'y consacre pas tant de temps que ça, c'est se construire soi-même. Hein. Et oui, parce qu'on peut pas toujours, on est pris dans la tourmente de cette fin des temps qui, elle, nous donne pour réfléchir des problèmes de résolution de survie. On le sait, la fin, c'est ce qui va bousculer, évidemment, de par son côté anthropique fatal, et par cette contrainte qui augmente, qui oblige donc à se retrancher dans des réflexions les plus profondes, mais qui a le risque, chez la plupart aussi, d'effrayer et de plutôt partir vers le n'importe quoi et la non-réflexion. Mais ce sera bien ça, l'enjeu du jeu pour la fin, c'est bien d'essayer, au milieu de ce tumulte, d'en retirer la quintessence. 5. Pentagone. Donc de savoir si on se trouve plutôt dans les pieds, les mains ou dans la tête. Voilà. La solution, quelquefois la plus pratique et la plus légère pour se libérer, c'est de se dissoudre dans le vide, hein, dans le sans forme. Or, pour éviter ces archétypes qui nous clouent ici, le tout c'est de ne pas les éliminer, c'est de comprendre à quoi ils servent et de garder les bons pour imaginer correctement qu'est-ce qu'il y a dans l'absolu. Ça, c'est la vraie recette, hein, quelque part. On vous avait promis une vidéo qui s'appelle « Pourquoi et comment conscientiser l'absolu ». En gros, on pourrait le résumer, là, c'est comprendre les archétypes qu'on a ici et de pas tout éliminer, de savoir qu'est-ce qu'on va garder de l'autre côté, de bien commencer à le mettre en forme, l'imaginer, le conscientiser, pour construire ce correct absolu dans votre propre conscience, puisqu'il existe déjà, vous y êtes rattaché, donc il suffit simplement de le retrouver. Alors, quelque part, c'est ça quand même qui est délicat, parce que dans les différentes familles de résolution, le côté magique, il est un peu partout, c'est de dire qu'une solution va tomber toute cuite. Mais au final, et c'est bien ça qui permet d'ailleurs de faire un garde-fou, qu'on n'aura jamais l'occasion de faire rentrer des gens dévariés dans un voyant fabuleux où tout est beau, c'est que de toute façon, on ne peut pas le rejoindre si on n'a pas la conscience pour, puisqu'elle est originelle, cette conscience. Donc ici, et comme tu disais tout à l'heure, il n'y a pas d'autre solution que du travail sur soi et de cette compréhension de l'idéal absolu qui est l'utopie. Dans tous les savoirs anciens, il y a cette notion de pesée d'âme. Il y a vraiment ce message qui est de dire tant que tu ne seras pas nickel. L'or, parce que le nickel, voilà, c'est quand même pas génial. Le fleuve, tu le traverseras pas, hein, quand on dit que la plume doit être plus lourde que ton âme. Et ça donne bien le fait que, ici, on le sent au quotidien, quand on dit qu'on se sent lourd, quand il faut sauter, on a cette contrainte du poids, de la lourdeur. Aussi, quand on y réfléchit, l'absolu, si l'âme, elle doit être aussi légère que la plume, on sort d'une contrainte physique. De l'autre côté, c'est la maîtrise de la gravité. Voilà. Mais on comprend bien quand on a comment ça marche. Quand on a compris ce qu'était l'astral c'est du mental en fait. On peut bien s'imaginer qu'après la mort, selon où est-ce qu'on se projette, si on va pas vers l'absolu, si on n'y a pas pensé, on se projette, on va vers ce monde astral qui aura la couleur, le décor de ce qu'on a projeté ou pas projeté d'ailleurs. Hein. Quand on dit qu'il faut le préparer, son projet, le construire, savoir avec qui on y va. C'est comme retourner à la maison. Si vous voulez rentrer chez vous, il faut bien savoir où vous habitez. Quel est le chemin à prendre. Et si vous arrivez à l'adresse et que vous voyez une cahute au lieu d'un immeuble 6 étages, vous allez vous poser la question. Quand vous arrivez chez vous, vous reconnaissez un lieu de vie. Vous connaissez la route pour y aller, vous savez où vous allez vous garer, etc. Ben là, c'est un peu la même chose. C'est la même chose. Alors, pour bien conscientiser tout ça, il y a plusieurs outils, plusieurs pistes de réflexion. Certains, par exemple, auront comme support suffisant le cœur, la poésie, l'amour, et n'auront pas besoin de conceptualiser l'état de la matière. Hein. On est bien d'accord. Hein. D'ailleurs, c'est très féminin, ça. Je pense que l'homme et la femme n'ont pas forcément les mêmes voies de résolution. En général, la partie masculine a besoin de résoudre en comprenant la matière, la physique, ouais, voilà, oui, le rationnel de la matière. Mais il est sur la preuve, sur ce qui est cohérent, sur ce qui s'emboîte. Oui, tout à fait. Alors que l'esprit féminin n'a juste besoin qu'éprouver l'amour, c'est tout. Donc, s'il y a satisfaction sur un équilibre amoureux vécu, il n'y a pas besoin de savoir en gros comment ça marche. Hein. Et ça, c'est vrai que c'est la réalité des choses. Donc au final, chacun a à poursuivre le chemin de sa propre résolution. Mais comme il faut être au maximum complet quand on parle de l'absolu, on est bien obligé d'explorer tous ces pans de résolution. C'est-à-dire
ce qui est bon, ce qui est beau, ce qui est vrai, ce qui est juste au final, mais aussi, pour certains, ça ne suffit pas, il faut rentrer dans l'explicatif, dans la compréhension de ce pourquoi ce serait beau, ce serait juste, etc. Et c'est ce que nous essayons de réaliser à travers les vidéos, et ce Caressator, il faut bien le dire, c'est le support le plus merveilleux qui soit, c'est pour toutes les personnes qui versent sur une rationalité nécessaire de la science pour comprendre la métaphysique, quelque chose d'indispensable. Alors si là on a révélé les tenants et les aboutissants de pourquoi on dit depuis le début que les personnes qui nient le temps sont dans un modèle psy de pouvoir dérivant dans le relatif, j'espère que c'est bien compris cette fois. Là, nous allons lancer une nouvelle énigme quelque part à résoudre, puisque à chaque fois on essaie d'avancer par rapport à ce calendrier d'apocalypse, de compréhension, de révélation, sur les choses à prendre en compte dans nos consciences, pour ceux qui y sont prêts évidemment et qui apprécient cette voie. Ce que nous laisserons maintenant à réfléchir, suite à cette compréhension et cette explication du Caressator, si vous avez bien intégré, et grâce notamment à ce film qui t'a bien plu, Sandrine, si ce film nous a bien fait comprendre, Tenet, qu'il est tout à fait à côté de la plaque du Caressator, si vous avez bien compris la place du temps et de la matière dans l'architecture des deux univers, ce qu'il va falloir creuser cette fois, le nouveau voile à lever sur des compréhensions déterminantes sur l'explication de la relation technique, on va dire, entre l'absolu et le relatif, ce sera de comprendre la nature de Sator à repos. Autant la partie Tenet, Opéra, Rotas est très compréhensible. Je fais une référence à notre vidéo sur le Caressator si vous ne l'avez pas vu. Tout le monde arrive très facilement à intégrer le rôle, l'action spécifique qu'a le Tenet, l'Opéra et le Rotas. Mais le Sator à repos pose un gros problème, puisqu'il fait partie non plus de la physique, mais ici de tout ce qui est incompréhensible, donc de la métaphysique. Mais là, on vous a quand même grandement éclairé sur le fait de savoir qu'il ne fallait pas chercher un concept qui soit lié au temps, mais bel et bien à l'état de la matière. Quelle est la nature, la programmation de la matière? Dans la grande introspection que chaque personne qui pour sa résolution aurait besoin de cette compréhension de l'état de la matière, il faut quand même rassurer tous ceux qui ne comprendraient rien à cette architecture proposée dans ce Caressator. Toi par exemple, pour résoudre, il faut bien le dire, tu n'aurais pas du tout besoin de ça. Alors je ne sais pas si je n'ai pas besoin, mais ça n'aurait pas été une approche naturelle en tout cas. Voilà, on reprend bien ce qu'on a dit auparavant. C'est plutôt de nature masculine d'avoir à rentrer dans ces détails-là. Donc on doit bien préciser au passage que c'est pas une affaire de genre, c'est pas parce que vous êtes un homme que vous devez aussi obligatoirement avoir la sensibilité de vous résoudre par ce type de compréhension. Oui. Voilà. Après, c'est une histoire de statistiques. Ça n'aurait pas été naturel pour moi de trouver une résolution quelconque par ce biais, voilà. Par ce biais-là. Ouais. Après, c'est vraiment une compréhension du déterminisme. S'il y en a bien, c'est celui-là. C'est celui du zodiaque. Selon la partition que nous jouons, c'est pas la même, donc on résout pas de la même façon. Par contre, ce qu'il y a à avoir comme nature de comportement et comme vertu, ça ne varie pas. Par contre, c'est pas parce qu'on n'a pas ce chemin de prédilection rationnelle qu'on doit s'en passer, parce que c'est là où on se fait piéger. On peut pas être que dans le ressenti. Le ressenti, parce que à un moment donné, on a besoin de démonstration. C'est-à-dire, on a besoin de passer par la mathématique, des connaissances. La logique, c'est le logos. Logique et rationnelle. Sinon, on rentre dans l'univers des croyances. Et l'univers des croyances, il est énorme. Avec le New Age, notamment. Il est énorme et surtout, il nous perd. Parce que à force de s'imaginer qu'on est tout sauf ce qu'on est, on n'est plus rien. Or, on est là pour savoir qui on est, pour savoir d'où on vient et où on veut aller. Tout ça, c'est rationnel. On l'a constaté aussi faisant partie de ceux qui rentraient des lignes de programmation et d'information dans la matrice pour comprendre ça, et d'éveiller sur les déviances du New Age. C'est un autre projet d'ailleurs, c'est pas une déviance par rapport à l'absolu, c'est une déviance par rapport au logiciel du relatif pour rejoindre l'absolu. Mais dans la continuité d'un projet différent dans le relatif, c'est un autre projet tout simplement, donc il n'y a pas de souci. Mais il fallait bien le dire, nous qui avons contribué à écrire des lignes
de programmation et de choix différents dans le relatif, il y a quelques années, on a vu automatiquement un repositionnement de certains milieux qui, attention, disent ne pas faire partie du New Age, et ils en font partie au maximum. Donc du coup, on voit bien que constamment il y a un rééquilibrage, un réajustement de tout ça, mais qui est fait toujours par des assertions, etc. New Age, ça veut pas dire qu'on vienne de nulle part, qu'on n'est pas diplômé. Il y a des scientifiques qui sont tout à fait New Age, voire même qui le dénient, ou des choses comme ça. Ou même des canaux, certains qui se disent canaliser telle ou telle entité, etc., et qui disent maintenant, non, mais on n'est pas New Age, donc c'est devenu quelque chose à la mode de se dédouaner de ce côté New Age, alors qu'ils y sont à fond dedans. Il n'y a pas de déviance à être New Age pour soi-même. Hein. C'est un choix de vie. Les projets sont différents et ils font partie de ce grand manège où on a tous pris plaisir à avoir des projets différents à un moment dans des matrices relatives. On a comme symbolique et comme indice dans notre beau langage français actuellement pour le comprendre à travers les 12 mois de l'année. Le zodiaque annuel, basé sur 12 mois, c'est exactement la même chose que dire 12 mois MOI. Ce sont des mois-jeux différents. C'est une partition différente selon votre place dans ce zodiaque. Donc il n'y a pas de combat à mener contre tel ou tel projet. Celui qui doit rencontrer des extraterrestres, il veut rencontrer des extraterrestres, mais c'est son projet. Chacun a un projet différent. Mais le tout, c'est de pacifier tout ça. C'est ce qu'on essayait d'expliquer la dernière fois dans cette vidéo pour dire qu'il fallait être plutôt côté cœur que côté pique. C'est que si vous avez bien le droit de communiquer, on a tous le droit de communiquer notre projet et la pertinence qu'on a à le défendre, ce qu'il faut absolument arrêter, c'est le combat entre projets, puisqu'on n'a pas forcément le même, parce qu'on ne va pas aller forcément au même endroit, c'est tout. J'insiste bien sur cette pertinence au niveau de l'anneau, donc annuellement, on a bien 12 caractéristiques différentes, donc 12 mois possibles. Et chacun s'inscrit dans un mois très différent. Donc pas de guéguerre entre les mois, c'est juste même peut-être quelquefois de l'entraide. Et l'occasion pour certains de se repositionner, parce que des fois on se trompe de famille. Et c'est normal, puisque dans le chaos final, c'est un petit peu le jeu de la résolution, c'est d'aller explorer un petit peu toutes ces familles pour pouvoir se situer, voilà, et pouvoir se projeter. C'est ce qui fait l'expérience. Pour faire la synthèse rapide de cette vidéo et soulever les dernières questions que nous laissons à chaque fois donc à introspecter, que chacun, selon son besoin d'évolution, pourra explorer. Je pense que c'était utile d'avoir à bien discerner, à bien comprendre cette affaire avec le temps et la matière, et non pas une affaire d'espace-temps. Si c'est encore pas trop clair pour vous, reprenez la vidéo, la deuxième faite sur le carré Sator, où la mécanique de ce qu'il y a à comprendre dans l'état de la matière, dans la physique, la métaphysique, le temps et l'espace est tout à fait compréhensible. Et ce que nous allons laisser en suspens et à votre réflexion, puisque la meilleure méthode d'assimilation d'une compréhension, c'est pas de livrer forcément d'emblée le résultat d'une équation, mais bien de la laisser chercher à la personne qui veut faire un chemin. Et là, l'élément que nous allons laisser à votre propre analyse, c'est bien d'aller chercher cette explication par rapport au carré Sator de ce qu'est sa nature inconnue et ici paradoxale de Sator à repos. Qu'est-ce que Sator à repos? Et qu'est-ce qui fera que dans le Tenet Opera Rotas, la nature de la matière, cette nature énergétique qui est la même pourtant, va créer un état de matière différent? Pour que le temps en soit modifié justement, puisque vous passez d'une matière corruptible, d'une matière anthropique, à une matière stabilisée, donc éternelle, jusqu'à ce que Sator à repos décide qu'elle ne le soit pas, puisque c'est possible voilà, aussi. Tout à fait, oui. Donc je sais on pas va changer le décor de temps en temps quand même là-haut. Il faut bien que vous compreniez toutes ces notions qui vont vous donner justement cette explication par rapport à l'énergie employée dans le carré Sator, et l'envie qui est de créer ou de déconstruire quelque chose, ou tout ce qui va animer, et là on en revient à la vidéo sur la piscine, sur l'énergie vitale. Qu'est-ce que l'énergie de vie animée à l'intérieur de ce carré Sator? Puisque la matière qui bouge, ou la matière dégradée qui, elle, ne bouge plus, dépend bien de quelque chose qui la met en cohérence, soit d'être statique, ou d'avoir de la vie, donc de bouger.
Tout ça, c'est une compréhension au final qui est très simple. Ce qui est compliqué, on l'avait déjà évoqué justement dans la vidéo sur la parabole avec la piscine, c'est de comprendre qu'à travers la nature de ce qui est vivant et la nature de l'état de la matière, le point de vue absolu est bien plus simple que celui du relatif. Comme on l'avait dit, quand vous voulez faire s'écouler une cascade d'un circuit fermé du côté de l'absolu, c'est d'une simplicité totale. Quand on se trouve dans le relatif, on l'a vu, c'est quand même beaucoup plus compliqué. C'est pour ça que le jeu est intéressant. D'ailleurs, il faut des pompes. Oui, il y a quelques paramètres à résoudre. Voilà, il faut de l'énergie qui n'est pas la vôtre, à moins que vous vouliez pédaler, mais il faut de l'électricité, donc fabriquer cette électricité, etc. Vous comprenez bien que le jeu ici est bien plus complexe que ce qui se passe dans l'absolu, où quand on est omniscient, omnipotent, les logos sont réduits à leur strict minimum. Ici, c'est une usine à gaz. Ici, c'est compliqué. C'est très compliqué. Donc, la difficulté pour nous ici, conscience de moi-je relatif, c'est d'avoir à décanter toute la complexité de tous ces concepts, de tous ces logos empilés dans la nécessité qu'est la physique du relatif, pour en revenir à la quintessence et à la simplicité de ce qu'il y a du côté de l'absolu. Et une fois que vous avez fait le pont entre les deux, mais ça devient très clair et limpide, et c'est en fait très simple de naviguer intellectuellement entre les deux univers. Et je pense que c'est cette complexité matérielle ici qui fait que l'amour est compliqué. Ça en fait partie, oui. L'amour le plus inconditionnel, il est d'une simplicité, il n'y a pas plus simple en fait. C'est sa nature plus simple. Absolue, oui. Tandis que nous, on est dans une survie qui est tellement compliquée, quelle que soit la période où on est, même y compris maintenant où on a de la technologie, etc., que les relations sont compliquées et que l'amour en soi est devenu un concept compliqué. Et oui, en général, on veut se servir de l'autre. Il n'y a plus de place pour le cœur pur, comme on dit, le cœur d'enfant. Là, Ou le vrai projet de l'union masculin-féminin. Voilà, même ça est devenu compliqué. Des fois, quand on a un peu déblayé sa vie, qu'on y a réfléchi, qu'on s'est un petit peu aligné, on se rend compte en fait qu'on a enlevé beaucoup de choses de sa vie et qu'on est revenu à des choses beaucoup plus simples et que c'était pas plus compliqué que ça justement à résoudre. C'est par la recherche de la simplicité, de l'essentiel, qu'on arrive à entrevoir sa vraie nature. Et si vous avez déjà cette vraie nature, tant mieux pour vous, puisque vous n'aurez pas un gros travail à faire. Mais pour tous ceux qui ont besoin de preuves que cette nature est la bonne voie, eh bien, il faut réfléchir à tous ces concepts dans tout ce qu'ils ont de technique, on va dire, et de mécanique. Et c'est ce que nous vous proposons d'éclaircir. Alors, dans le carré Sator, il faut que vous introspectiez la compréhension de cette énergie du Sator à Repo, et la nature également de la programmation de Opera Rotas. Quelle est la place de la vie, de cette énergie vitale qui anime donc la matière et qui au passage, pour rejoindre ce que tu dis, du côté de l'absolu correspond grandement à ce qu'on appelle ici l'amour. Voilà. Et il va falloir aussi trouver le principe de cohérence et de décohérence de la matière ou de la vie, puisque si on poursuit le concept c'est la même compréhension, cette vie qui peut prendre plusieurs niveaux de fragmentation. Et là on vous renvoie sur la vidéo pour la compréhension de ce qu'est un animal, où il va falloir comprendre qu'un individu ou un groupe d'animaux qui s'y rattachent font partie de la même source animée, donc énergétique ou vitale. Une expérience qui peut le faire comprendre, par exemple, si vous vous situez sur ce côté-là de cette compréhension, c'est la cohérence visible que vous avez de groupes qui sont en interaction harmonisée. Par exemple, des pigeons, des poissons. C'est un groupe de, quelquefois, des milliers d'êtres qui changent de direction en même temps. Introspecter toutes ces compréhensions, elles sont d'une logique quelque part assez simple. Et c'est tout ce principe qui vous fait comprendre comment fonctionne aussi la vie et à quoi elle peut se rattacher de certains éléments qui ont la même source. Et ne pas surtout tomber dans le piège de dire qu'au final, on revient à un état où il n'y a qu'une seule source, une seule conscience. Oui. Ça, c'est le piège du namasté qui fait revenir à l'être unique qui, au final, lui, mais vous imaginez bien que s'il est formidable, et il l'est, ce principe, n'a pas vocation à recommencer son œuvre. Il a stabilisé ou à rétroagir, ou à rétro-pédaler dans son œuvre. Parce que là, ça fait un lien avec le film. Ça voudrait dire qu'il y a une création qui s'est enrichie et qu'à un moment donné, alors qu'on se libère de l'étape matérielle, contrainte, limite, etc., on retourne à un état originel où on n'a plus d'individualité. Donc on retourne au point de départ et on y reste surtout. C'est ça qui est terrible.
La promesse de ce courant-là, retour au point zéro. En termes de spiritualité, ça pose quand même question. Il faut y méditer un peu dessus. Moi, je pense qu'on peut se faire bugger le cerveau sur ça. On retourne à un point originel et pour l'éternité, on y reste. Sans individualité. Tourner ça dans le cerveau, à un moment donné, ça va faire écran noir. Par contre, par rapport à la simplicité et par rapport à cette recherche un peu originelle, simplifiée, etc., je pense que c'est aussi le rejet de cette complexité d'ici. Si on était beaucoup plus simple, par rapport à n'importe quelle interaction, que ce soit avec la nature, il pleut, il fait soleil, il fait du vent, une autre personne, etc., on est conçu pour dire oui, ça me va, ça me convient, non, ça ne me va pas. Mais on ne sait plus être comme ça. Ça, c'est simple, c'est très très simple. On a développé des tas de choses par le mental qui font qu'on s'est complexifié complètement nos vies. C'est le mental qui parle et on est déjà très loin de ce que l'on est et de ce dont on a besoin ou envie. Naturellement, il y a beaucoup de choses qu'on aurait dû comprendre et intégrer depuis longtemps et c'est toujours pas fait. Ne serait-ce que la relation énergétique qu'on a avec la fonctionnalité. Ces courants-là, ils sont à fond sur Tesla et l'énergie libre. Mais l'énergie libre, elle existe aujourd'hui, pas eux le dit. Depuis longtemps, on aurait eu l'intuition quand même, c'est pas nouveau, que tout dépend de l'électricité. C'est quand même évident. L'énergie de vie, elle est connue. Une plante sans lumière, c'est la même chose. Ça va pas plus loin. C'est une croyance mêlée d'imaginaire quelque part, tellement elle n'est pas rationnelle. Qu'on peut faire un chemin d'évolution, on ne peut pas le faire sans connaissance. On ne peut pas le faire sans travailler à partir des connaissances. C'est comme tu dis, là c'est l'aspect rationnel qui parle. C'est qu'à un moment, on doit faire un travail de maths, de physique, de chimie, de culture, des savoirs anciens, et pas que une croyance basée sur ce qui nous plaît en fait, ce qui nous irait. Alors ça, c'est le côté résolution, évidemment, dans la matrice relative, puisque on ne peut pas non plus s'extraire de cette compréhension sans avoir le bon comportement, s'en foutre et se dire on va brûler tout le pétrole, mais on va dans l'absolu, tout va bien, je m'en fous. Non, puisqu'il faut quand même se montrer aussi exemplaire dans le relatif pour avoir cet état d'esprit, cette nature profonde qu'on a à avoir du bon comportement et la place qu'on prend en opérant, en ayant des actions dans le scénario de la fin des temps, va vous positionner aussi dans votre propre conscience de ce que vous savez être propre ou sale. Tout en restant au quotidien dans ce monde relatif. C'est ça qui est compliqué. Et c'est compréhensible qu'on puisse se perdre parce que on est dans un monde où il y a des choses dont on ne veut plus. Donc le réflexe ce serait de s'extraire d'un modèle social. Mais on ne peut pas vraiment le faire parce que en cas de coup dur, de choses comme ça, on est lié aux autres, on est lié à un collectif. On voit, il y a une catastrophe naturelle. On a besoin du même jeu là. Voilà, on a besoin de pompiers, on a besoin d'armées. Le collectif, il est utile pour tous. Donc, c'est à ça qu'on reconnaît d'ailleurs un collectif qui a été de meilleure qualité que notre. On le voit à travers le monde, c'est très différent ce qui se passe. Le fait de dire, moi je vais aller dans un endroit paumé, cultiver mon petit truc, prendre l'eau à la source, et etc. Ça a ses limites aussi. C'est une démission du collectif. Le jeu, il est compliqué à ce niveau-là, c'est qu'il faut faire des choix de vie responsables, penser, senser, sans la peur de se dire est-ce que je vais manquer, etc. Tout en restant lié aux autres, et c'est ça l'ère du Verseau. Le Verseau, c'est un signe collectif, alors qu'il est représenté par l'individuation. Il faut s'individualiser et en même temps collaborer efficacement. Et positivement au collectif. C'est cet équilibre-là qui nous est demandé pour cette fin de jeu. Allez, d'ailleurs, pour donner quelques nouvelles de l'actualité, pour coller avec ce que tu évoques, où est-ce qu'on en est sur cette avancée sur les énergies renouvelables? Toujours les mêmes problèmes. Les politiques de l'ancien monde, certains d'ailleurs qui se disent insoumis, sont assez soumis au liquide noir apparemment, puisque ils vont vous trouver 50 000 raisons de dire que la transition écologique par l'électrique photovoltaïque, ça tient pas debout. Les batteries, c'est polluant, etc. Tout ça, on le sait, c'est une problématique de communication de personnes soit qui ont une stratégie, qui le font exprès, ou parce qu'ils sont mal documentés. Puisque l'actualité nous a mis dernièrement une mise à jour intéressante concernant le stockage de l'électricité. Tu parlais de Tesla, et c'est là que c'est terrible, on le sait. Pour l'instant, pour l'opinion publique, c'est un groupe féodal qui détient la meilleure technologie concernant le photovoltaïque. Avec une annonce, on l'avait déjà évoqué la dernière fois sur le Battery Days, qui a eu lieu effectivement, avec donc l'annonce qui était attendue de l'amélioration des capacités de batterie et de la facilité à les recycler.
Merci. Mais ce qu'on ne vous dit pas au passage, c'est qu'il existe d'autres procédés, il existe aussi d'autres entreprises qui ont d'autres principes, et notamment une entreprise française, on va la citer, ça s'appelle Tiamat, qu'on surveille depuis pas mal d'années. Et là, on se pose la question, est-ce qu'il y a des bâtons dans les roues ou pas? Oui, parce que visiblement, Tiamat était prêt, mais le serait plus. Mais si, mais ça va prendre plus de temps. Voilà, bon. On dirait quand même qu'il y a une certaine entente, entre guillemets, pour que un certain nombre de groupes soient prêts en même temps. C'est difficile à dire. Est-ce que ce sont des dissidents? Parce que là, on voit bien que c'est pas quand même la même chose. On prend l'exemple de Tiamat, qui est un projet de batterie, mais il en existe d'autres. Les technologies sont nombreuses. Là, on est sur quelque chose d'un peu plus lourd, mais pour du stockage, par exemple, domestique, ou même à l'échelle urbaine, est très intéressant, ou même sur des poids lourds. Un cas typique révisé, on dira, sur les voitures peut être valable aussi. On va pas rentrer dans les détails techniques, mais tout ça, c'est très intéressant. Il faut bien se dire que d'un côté, on a une entreprise avec Léon qui est une entreprise absolument féodale, on l'a déjà dit, c'est le piège du truc de renouvellement puisque ça doit se faire. Et de l'autre côté, on a une entreprise qui vient de la recherche publique. Donc, vous voyez bien, c'est comme l'histoire de Renault, à l'époque c'était une régie, etc. Et Tesla qui fait partie, c'est une marque qui fait partie de Léon. Donc c'est une fois de plus le modèle féodal. Vous voyez bien que dans la balance, on a des choses différentes, mais au final, rien n'est grave, comme tu dis. Après, il y a le déterminisme qui va jouer. Soit on peut aller vers un monde heureux avec une féodalité qui va se cacher, c'est possible, mais l'idée principale, on va dire, si elle reste plutôt stricte sur le déterminisme du Verseau, ce serait plutôt la vraie individualité, et avec la coopération de groupe. Et du coup, peut-être que c'est pas grave, Léon, il travaille pour nous tous, puisqu'à un moment, il sera universalisé, on va dire pas nationalisé, puisque les nations sont appelées un peu à disparaître, mais le côté universel, toutes ces histoires de brevets, d'exclusivité, etc., doit disparaître, et là on se retrouvera avec un bien commun qui sera partagé, tout simplement. Voilà. Mais cette transition, vous imaginez bien que si les projets sont pas les mêmes, il risque d'y avoir des confrontations, et c'est ce qu'on veut au maximum éviter pour éviter le chaos. D'où l'importance de ne pas perdre de vue, pour fermer la parenthèse sur l'actualité dans la matrice de ce scénario qui évolue. On a beau avoir tout un tas de salamalek autour de virus, autour de questionnements, on agite un chiffon rouge quelque part à droite pendant qu'il se passe quelque chose de plus déterminant à gauche, c'est toujours la même histoire. Il y aura même des déclarations du côté des instances religieuses les plus hautes, etc., qui entraînent vers des projets qui font comprendre que chacun est en train de défendre sa propre résolution. Et on le dit ici, puisque nos communications sont là pour suivre un fil logique de transition la plus pacifique possible, où chacun veut avoir sa résolution, mais vu que le déterminisme lui imposera une nature du jeu à un certain moment, on est bien obligé de constamment remettre en information dans la matrice le fait de ne pas oublier ce but qui sera celui de collectiviser cette technologie, ce savoir-faire qui va donner à l'âge d'or ses lettres de noblesse, on va dire. Cette collectivisation, quand même, elle ne peut pas intervenir tant que l'individu ne se sent pas responsable de lui-même. Ça va de pair, ouais. Sinon, ça ne marchera pas. C'est comme l'entrée de l'absolu qui ne serait pas conditionnée à une certaine propreté, entre guillemets. Je prends un exemple, en ce moment, ce qui circule beaucoup, c'est un petit dessin humoristique où on voit un gars charger sa voiture électrique à une borne, elle-même reliée à une centrale nucléaire. Ouais. Sauf qu'on peut très bien charger sa voiture électrique au solaire. Et dans l'inconscient individuel, aujourd'hui, ça, c'est pas possible. Très peu de gens pensent qu'ils sont en capacité d'être autonomes sur le plan de l'habitation et de leur véhicule. Et évidemment qu'on va pas leur dire que oui, parce que ne serait-ce que si vous rechargez un véhicule au solaire, vous allez plus à la pompe. Et la pompe, c'est combien de taxes? 80% du prix? Oui, puis il faut bien rappeler que, pour ceux qui n'auraient pas du tout de notion technique, que recharger un véhicule, c'est juste 9 panneaux solaires. Voilà. Et en contrebalancement de ça, on voit que, par exemple, l'épargne individuelle des gens en France, de par le confinement, a fait un bond. Donc, c'est pas une question de moyens. C'est une question de choix. Après, on peut aller plus loin, puisqu'on est dans un monde matériel. Quelle est la rentabilité de mettre l'équivalent de 9 panneaux solaires sur un livret A par rapport à la rentabilité de recharger un véhicule, etc., etc. On peut aller très loin dans ce raisonnement. Sauf que ça partira jamais d'en haut.
ça partira toujours d'en bas. Et c'est ce qui fera la force collective à un moment donné. Quand les gens seront dégagés et qui se sentiront autonomes sur le plan énergétique, l'intérêt commun sera beaucoup plus lisible changer, que quand tu es dans la survie et où tu as toujours peur que l'essence augmente, que l'électricité augmente, parce que tu sais qu'il y a un moment où tu ne vas plus pouvoir y arriver. Et un équilibre géopolitique qui en dépend grandement. Complètement. Donc l'enjeu, il est là. Personne ne le voit au final, c'est ça qui est terrible. Quelque part, moi je trouve que c'est peut-être un peu normal, vu les temps où nous sommes, que ce soit pas un groupe, un politique, enfin quelque chose qui ne soit pas l'individu qui le dise. On le voit bien qu'on reste encore dans des revendications hyper égocentriques. On le voit à chaque fois, il faut toucher une classe de la population pour qu'elle gueule, mais pas pour le collectif, chaque fois pour elle-même. C'est toujours la même affaire. On n'est pas sorti du combat de saucisses, là, c'est une horreur. Là, c'était flagrant sur les restaurateurs, voilà, sur le pôle marseillais qui s'unit quand on leur demande de fermer sur 15 jours restaurants et bars, et quand le préfet dit les restaurants vont pouvoir ouvrir et que le représentant des restaurateurs est interviewé, quand on lui demande et pour les bars, il répond moi je sais pas, je représente les restaurateurs. J'ai trouvé ça terrible, mais non mais c'est terrible. C'est fragmenté. C'est terrible parce que ça fait quand même 2 ans que l'on voit des gens qui ont vraiment besoin, qui ont des revendications qui sont tout à fait légitimes. C'est pas normal de travailler, de pas arriver à vivre. C'est pas normal d'être retraité et d'avoir froid l'hiver parce qu'on peut pas se payer. Il n'y a pas l'idée à un moment de changer tout le modèle social, économique. C'est pas normal avec une pénurie de lits de réanimation. Avec le budget, par exemple, des tests, vous auriez pu financer beaucoup de chambres de réanimation. Mais bon, on voit que des choix, tout est cadencé, séquencé, comme tu dis. On nage toujours à contre-courant. Un coup l'autre, et au bout du compte, c'est un peu la même chose. Mais il faut qu'il y ait une crise de foi à un moment. Voilà. Donc soit c'est parce qu'on a mangé trop gras, soit parce qu'on ne croit plus en rien, mais ça finit toujours par une crise de foi. Il y aura quelque chose dans le style. Et ce qu'il faut bien préciser, c'est que tout ce qui est revendication, qui en causalité est tout à fait légitime, n'a toujours pas sa légitimité de révolution, de changement, puisqu'elle n'a pas les bons arguments. Tant qu'on ne sera pas sur la revendication d'un choix précis de changement de société, et notamment à travers la technologie, je prends 30 secondes. Et après on revient à ce qui nous est cher, on va terminer sur un cas pratique de réflexion sur l'apocalypse pour comprendre ce qu'on doit se révéler pour le fait de comprendre qu'on est bien avec des preuves dans une matrice relative, mais juste pour terminer ce volet sur le chaos social et économique que nous aurons à traverser pour cette fin des temps, tant que vous allez revendiquer des avantages sociaux basés sur la même équation sociale et économique, vous ne changez rien à la problématique. Le jour où tout changera, et là, ce serait pour le pouvoir en place quelque chose de terrible, personne ne l'imagine, mais si vous arrivez avec un cahier des doléances bien précis sur un nouveau monde qui n'est pas que philosophique ou idéaliste, qui est bien réel, de dire voilà, on a fait nos calculs, on va baser notre changement de société, même culturelle, sur la base énergétique, puisque tout dépend de ça ici. L'électricité doit s'imposer, et voilà ce que ça va ouvrir comme perspective économique, comme reconversion, comme solution à l'écologie, etc. Il y a tout à mettre en place. Et là, devant un projet qui viendra régler, là on ne le voit pas encore, ça semble quelque chose de minimaliste, mais au final, c'est un déclencheur comme les dominos qui entraîne tout un tas de résolutions et de réflexions nécessaires pour transcender qu'est-ce qui se passe dans le relatif. Et tant qu'il n'y a pas ce projet bien précis, bien déterminé à présenter comme alternative à quelque chose qui, on le sait, va droit dans le mur, qui est une catastrophe, mais on continuera à tourner en rond pendant longtemps, à se balader sur des avenues le samedi en scandant des revendications sociales ou économiques. À un moment, il faut se mettre au boulot. Vous regardez à peu près tous les soirs sur le cerveau collectif, là, sur Internet, le nombre de neurones qui se mettent en place pour discuter. On refait le café du commerce, les cafés sont fermés, mais là, c'est pareil. Tous les soirs, c'est oui, alors t'as remarqué, là quand même, ils vont nous mettre une loi qui, et puis là, ils vont faire ci, vers là, je vais perdre autant et tout. Il va falloir faire quelque chose quand même. Comment on peut prendre l'Élysée et comment on peut manifester, alors que le nombre d'heures passées là, comme au café du commerce, à parler des échanges commerciaux basiques, il suffirait de prendre 1/10 de ce temps pour se plonger correctement, une bonne fois pour toutes, dans le chiffrage d'un projet concret, énergétique, collectif, qui prenne en compte
tous les éléments déterminants qui changent une société entièrement. C'est pas très compliqué à faire ça, à mettre en place sur des explications chiffrées, sur les répercussions, sur la transition, etc. Ces quelques heures, elles pourraient vraiment tout changer. Et après, il y aurait légitimité à vouloir demander à la présenter. Mais non, ça se fait pas, on continue à discuter, et même à s'invectiver. T'as vu le groupe de machin, ben lui, il est complice du truc. Ce pugilat, on se demande combien de temps il va durer. Hein. Et personne ne se met au boulot dans cette affaire-là. Hein. C'est terrible, à part peut-être ceux qui veulent dénoncer aussi. Cela, par contre, c'est sûr que ça avance un peu plus, sur la dénonciation de ce qu'est le vieux système autoritaire qui n'est pas très recommandable dans sa partie morale. On est dans le cadre d'une crise sanitaire, alors on peut regarder des heures et des heures de décompte, de mesures, de tout ça, pour aussi se dire, mais c'est quoi notre médecine d'aujourd'hui ? On peut, une fois de plus, largement mettre en défaut la qualité de cette médecine, de sa recherche, ne serait-ce qu'avec cette affaire du virus. Je suis sur les fesses, excusez-moi, de me dire, mais depuis qu'il y a soi-disant des virus, qu'on les connaît, qu'on les a identifiés, il n'y a aucune étude pointue depuis au moins 50 ans qui aurait arrêté le fait de savoir comment circule un virus. Est-ce qu'un masque est efficace ou pas ? Est-ce que le fait de toucher la partie où il y a le virus, à quel moment une personne est contagieuse, etc. Genre, tout ça, normalement, mais je sais pas, moi, il me semblait que c'était déjà arrêté, ça. Aujourd'hui, aujourd'hui, on sait plus. Il y a un article qui est sorti qui dit qu'on peut être en test PCR positif. Oh oui, non, mais on ne rentre pas dans les détails des tests. Et ne plus être contagieux. Oui. Donc ça veut dire que, comme tu dis, la période de contagion de ce virus-là, qui est un coronavirus, et on en a étudié des dizaines, n'est pas connue. Voilà. Mais c'est bien parce que c'est fait pour nous faire poser des questions. Et on a le choix aujourd'hui entre avoir peur ou se poser des questions. Il faut se poser des questions. Et puis ça va aider pour le verso à cette période d'individuation. Puisque chaque personne est bien obligée de se débrouiller. Voilà, de se dire, mais finalement, on a des guignols de partout. En fonction de ses contraintes, elle va organiser sa vie, son hygiène de vie, etc. Évaluer le risque qu'elle souhaite prendre, celui qu'elle souhaite pas prendre pour elle, pour les autres, etc. Bien sûr. Donc quelque part, on voit bien qu'on est dans une évolution positive de ce qui va faire les fondements de ce qui va se passer dans la matrice, dans le relatif, hein, on en parle bien, côté relatif, dans le cycle et dans l'ère à venir. Ça peut être un point de vue. Ah mais il faut pas regarder le verre à moitié vide. Hein. Tout le monde n'a pas le même. Non, il faut regarder le verre à moitié plein. C'est quand même une affaire de point de vue très souvent liée aux peurs que l'on a en fait. Bien sûr. Donc devant toutes ces problématiques chaotiques, le seul conseil qu'on pourrait une fois de plus donner, c'est toujours le même, si tant est qu'on est à donner des conseils, toujours pareil, d'avoir le maximum de temps à passer en introspection, de bien comprendre qui on est et quelle place on se réserve dans le scénario qui est en train de se dérouler, et quelque part à travers le déterminisme du principe évoqué plus avant, de se dire qu'on a tous des avantages, des inconvénients caractérisés par notre personne et qu'il va falloir jouer avec. Voilà, c'est tout. Que si on connaît ses faiblesses, essayer de les corriger, et si on connaît ses qualités, de les garder ou même de les développer. Si tu lis le Calré Sator avec un brin de dyslexie... tu vas chercher l'apéro. Voilà, tu vas chercher l'apéro. C'est opératif, l'apéro. Allez, pour terminer, sous tes conseils, de passer de la répo à l'opéra à l'apéro, voilà, avec des spiritueux de qualité. Tout à fait. Nous allons nous quitter sur une réflexion très importante, aussi importante d'ailleurs que celle donnée sur la compréhension que nous avons évoquée, qu'il reste à dévoiler sur le Carré Sator. Cette fois-ci, c'est une compréhension de preuve. C'est pas de la métaphysique, c'est bien dans la physique relative, de notions à comprendre dans le factuel, dans le numéraire, dans le chronologique, de choses vérifiables dans la matrice qui nous ont été laissées, tout comme dans la vidéo où on explique quel serait le symbole absolu avec la pyramide. Il existe des preuves, pour ceux qui sont prêts à le comprendre, de cohérence de taille, de cohérence de quantité, de cohérence de distance, de cohérence de durée de temps, qui vous font comprendre que nous sommes dans un univers relatif, absolument artificiel, créé avec ses congruences pour pouvoir se réveiller à un moment et se dire mais oui, mais je suis dans quelque chose que quelqu'un a créé avec des éléments qui ne peuvent pas relever du hasard. Donc ça veut bien dire qu'il existe quelque chose d'aussi grand, d'aussi omniscient, omnipotent pour créer lui-même des univers. Mais qu'est-ce que c'est que ça que c'est ? Des univers qui se tiennent. Qui partent pas en morceaux. En cacahuète. Et là nous allons laisser à votre réflexion
contrairement au film Tenet, qui peut vous faire avancer par la contradiction, là, vous allez pouvoir introspecter des informations laissées par une œuvre qui, elle, doit être vraiment interprétée pour ce qu'elle est. Et c'est le grand Jules Verne qui nous a laissé cet élément, ce support de compréhension, qui lui fait bel et bien appel au temps. Et lui, c'est pas un farfelu. Ni dans le futur, ni dans le passé. Il parle bien d'une temporalité qui est à comprendre sur la durée du temps de la rotation de notre propre planète. Il s'agit du fameux roman « Le Tour du monde en 80 jours ». Tu te souviens de ce roman extraordinaire qu'on a tous lu, plus ou moins, quand on était plus jeune, et qui nous laisse juste, quand on le lit au premier degré, des souvenirs d'une grande aventure géographique, de voyage en tous les cas, donc spatiale, mais qui au final est une grande réflexion sur la grande horloge céleste, et qui nous donne des informations à réfléchir sur quelque chose qui en hermétisme est quelquefois présenté comme des équations inversées, très faciles à résoudre dans la forme, mais plus difficiles dans la réflexion. Donc dans la notion temporelle à réfléchir, sur le tour du monde en 80 jours, vous comprendrez que la logique inversée, ce serait qu'il s'agit bien là plutôt du trou du démon, non plus en 80, mais en inversant, ça fait 24. Mais est-ce que ce sont 24 jours ou plutôt 24 heures dans ce cas-là? Est-ce qu'il y a une corrélation, une correspondance à comprendre en numéraire sur les jours, sur les heures, puisque je rappelle quand même que dans la sémantique, ou même plutôt dans la compréhension du sens des mots employés, on quantifie les jours, mais pas les nuits. Par exemple, on dit il mettra 12 jours pour arriver à son but. On dort la nuit. Mais la nuit, elle est comptée ou pas? Donc en termes de jour et de nuit, vous vous rendez compte que si on fait les comptes précisément, on n'est pas sur le même résultat, on n'est que sur la moitié. Ça dépend où on se trouve, mais en relativité totale de rotation de la planète, c'est toujours 24 heures, donc on ne peut pas se planter. 24 heures, c'est toujours, au final, 12 heures éclairées et 12 heures dans l'obscurité. Donc un jour, c'est 12 heures de jour et 12 heures de nuit, pour faire 24 heures au total, puisque ce qui nous intéresse au final, c'est quand même de comprendre tous ces nombres. Une heure, telle que nous avons arrêté arithmétiquement la division et la chronologie du temps, dans sa composition fragmentée, une heure c'est 60 minutes, et une minute c'est 60 secondes. À un moment, il faudra bien se poser la question d'une espèce de cohérence à ne pas avoir fait 100. Voilà, 100 secondes pour une minute, etc., etc. Donc ce tour du monde en 80 jours fait comprendre que le trou du démon en 24 heures, c'est quelque chose qu'il faut bien analyser dans ce cycle qui est propre à la Terre, qui est aussi dépendant de la Lune. Donc là, il va falloir se pencher sur le calendrier solilunaire, et plus au-delà, si vous avez le temps, de commencer aussi à calculer dans cette horloge du système solaire où en sont chaque chronomètre. Et là, vous comprendrez que tous les indices qui ont été laissés par ces personnes hermétiques, mais pas vraiment fermées quelque part, puisque quand quelque chose est hermétique, en général, il n'y a pas d'échange. Mais là, si, il y en a un. C'est vous qui le faites, puisque vous arrivez à comprendre, en décodant le joint, on va dire, intellectuel de ce qui rend hermétique, ce que vous avez vous-même à comprendre. Et ça, personne ne va le faire à votre place. Une fois de plus, il faut travailler là-dessus. Chacun doit comprendre, pour pouvoir intégrer les preuves de l'Apocalypse, donc de la levée du voile, que nous sommes dans une construction artificielle et qui vient en plus vous donner les éléments de le prouver. Donc de l'intégrer, c'est ce qui fait foi. C'est ce qui va prouver que votre conscience, à un moment, a les moyens intellectuels de se transcender. Si vous voulez faire ce chemin... Mettez des baskets. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Il va falloir faire du sport. Baskets. Voilà, parce que ça va pas être de tout repos. Toutes les personnes qui ont l'habitude de faire des équations avec, tu sais... Non, mais tu vois, toi t'es au perché, moi je te ramène en bas. Non, mais c'est bien. Tu as bien raison. Quelque part, à un moment, il faut avoir aussi les pieds sur terre. Moi, j'ai le chemin laborieux, mon grand.
C'est pour ça que c'est plus facile à deux quand on se complète, parce que fatalement, quand on est unipolarisé, quelquefois on n'a pas la complétude, donc on n'a pas l'entièreté du raisonnement. Tu me ramènes sur Terre pour bien recoller avec la fin de cette énigme, en rappelant juste qu'une fois que vous avez des éléments, la seule façon d'avancer, c'est de trouver vous-même. Donc les éléments de réflexion sont donnés, à chacun d'en faire ce qu'il en veut. Ça aurait pu faire aussi la route du démon en 24 heures. Très juste. Nous, on prend la version hermétique qui en général oppose la partie du tour et du trou. Voilà, c'est très logique. Mais il y a beaucoup de cathédrales où on voit un puits à côté. Voilà, mais là ça prend tout son sens, puisque, comme tu dis, le tour du monde, c'était bien une route qui déterminait. Ouais. Cet équateur, penché ou pas, on aura des informations bientôt de ce qui apporte encore de l'eau au moulin de l'Apocalypse pour ces révélations, de comprendre un peu tout ça, de comprendre pourquoi nous sommes dans un monde artificiel. Mais c'est bien de le dire parce que la route du démon, en 24, non pas jours, mais bien heures, puisqu'on sait compter au final, ça a tout son sens aussi. Donc à chacun de prendre la route, de pas tomber dans le trou justement, pour comprendre l'élévation qu'on peut ressentir quand on est au sommet de la tour. Ce que Jules Verne met bien en compréhension, c'est le fait que d'inverser la relativité. 80 jours, mais la Terre, elle fait en 24 heures. Pour être plus philosophique là que dans le calcul de l'Apocalypse, donc de lever de voile sur l'artificiel. Dans la symbolique, il y a un truc très important à comprendre. Tant que vous êtes soumis à la gravité, et c'est pas mal d'ailleurs, mais c'est pour comprendre la différence entre la volonté qu'on peut avoir de pouvoir s'en extraire dans l'absolu. Tant qu'on est dans le relatif, le tour du monde, vous pouvez le faire effectivement, pas en 24 heures, vous allez mettre du temps, puisqu'il va vous falloir parcourir la distance qui vous soumet à la gravité. Mais comprenez bien le message subtil, c'est que dès que vous êtes extrait de cette notion de gravité, et c'est pas grave, il suffit de rester à un point fixe hors gravité, et sans rien faire, sans énergie, ça tourne tout seul, et vous vous reposez juste 24 heures après au même endroit où vous étiez. Tout à fait. Et le tour du monde s'est réalisé, mais vous imaginez bien, pas de la même façon. Il est fait. Soit vous le faites au sol, il va falloir beaucoup d'énergie, et vous allez parcourir la même distance, vous allez voir les mêmes choses, mais au sol, et dans l'autre cas, plus subtil, énergie zéro, sauf qu'ici, énergie énorme, parce que si vous voulez vous extraire de la gravité, justement, il en faut. Mais vous parcourez de visu sans vous fatiguer, et la grande différence, elle est dans le temps. Comprenez, avec la matière, c'est le même principe une fois de plus. Vous ne mettrez pas 80 jours, mais seulement 24 heures. Donc cette compréhension, pour aussi mettre le point sur un paradoxe qui n'en est pas un, qui ici pose des problèmes, c'est sur la gravité. On a essayé d'éclaircir cette problématique de compréhension de l'espace-temps, qui en fait n'est pas une problématique d'espace-temps, mais de temps-matière, et le corréler avec, cette fois-ci, la même chose à comprendre, avec la gravité. Donc le comportement de l'attraction. C'est la même intelligence à mettre en place sur cette même mécanique de compréhension, mais cette fois-ci non pas sur la nature de la matière, sa construction, mais son interaction avec le reste de la matière. Le champ est ouvert à la réflexion, vous comprenez que c'est la même logique, mais c'est pas tout à fait la même chose à comprendre. Mais une fois qu'on a assimilé ce principe de fonctionnement, la clarté en est totale. Voilà, nous vous laissons introspecter tous ces aspects, que ce soit rationnel dans la physique, émotionnel avec la philosophie et le cœur, et pour ceux dont l'Apocalypse est importante, la levée du voile, la compréhension avec tous les nombres, avec les longueurs, les quantités, et la durée, puisque le temps existe bel et bien. À bientôt. Au revoir.